eh bien, on va pouvoir commencer cette formation du coup pour communiquer sur son événement. J'ai pensé aussi la formation pour qu'elle puisse servir aux collectifs qui veulent communiquer sur leur projet d'habitat participatif. Ce n'est pas seulement pour un événement pour les JPO, puisqu'on a aussi beaucoup de demandes de collectifs qui souhaitent améliorer leur communication et pareil, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, sur quelle plateforme aller, quel réseau investir, etc. Donc, c'est une formation qui est utile aussi aux collectifs qui veulent communiquer de manière plus globale sur leur projet. Donc, avant de commencer cette formation, je voulais juste faire un petit point sur le programme. Donc, on a fait le tour d'écran. La première partie de cette formation, ça va être d'apprendre à établir une stratégie de communication. Donc, on verra ensuite comment parler de son événement. Donc là, ça va être plus des outils de communication, des outils et techniques de communication. Il y aura une partie pour apprendre à créer des visuels de manière simple et efficace. Et enfin, une dernière partie très rapide pour s'appuyer sur son réseau, pour mieux communiquer et voilà, avoir une communication du coup plus large. Et on terminera, si on a le temps, par un petit temps de témoignage, retour d'expérience et puis de questions-réponses sur la formation en elle-même ou sur la communication de manière plus globale. Est-ce que c'est un programme qui convient à tout le monde? Oui. Parfait. Super. On y va alors. Hop. Donc ça, c'était juste le petit rappel de la première formation que j'ai organisée. Vous avez le lien juste en bas. Sachez que le support de cette formation vous sera envoyé de toute manière par mail à la fin. Donc voilà, vous aurez tous les liens, tous les accès. Donc le petit point, je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc, on commence par la première partie de cette formation, établir une stratégie. Donc, en fait, là, ici, je vous fais un petit rappel, comme la formation précédente, pour ceux qui y ont assisté, des questions et éléments à poser avant de démarrer une stratégie, notamment lors d'un événement, qu'il s'agisse des journées portes ouvertes ou bien d'un autre événement. C'est de définir quel est votre but, pour quel public, quel format, quand, où et enfin comment. Voilà, donc là, je l'ai fait là pour un événement JPO, mais ça peut être pour n'importe quel autre événement. Ça va vraiment être les questions préalables à vous poser avant de commencer votre stratégie ou même votre communication. C'est bien d'avoir les idées claires sur ce que vous voulez faire et comment est-ce que vous voulez le mettre en place. Florentine, tu nous l'enverras, ça, ce document? Oui, le support, il vous sera envoyé. Oui, bien D'accord. sûr. Il vous sera envoyé à la fin. Voilà, toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation, je vous enverrai par mail. Il y aura le support, du coup, la présentation PDF. Et puis, il y aura aussi le lien du replay quand la vidéo sera en ligne. Super. Donc, voilà, vous aurez tous les éléments, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'était juste une slide qui était dans la précédente formation, donc vous pourrez la retrouver aussi. Ça, c'était plus pour aider à organiser un événement, mais c'est aussi un élément qui peut vous aider dans votre communication de réfléchir à ces éléments-là. J'arrive plus à passer. Est-ce que vous voyez les slides qui changent à chaque fois? Parce que des fois, on a des soucis. Oui, moi, je vois bien. Ouais. Bon, super, parfait. Du coup, réfléchir aux éléments dont je vous ai parlé, ça revient à répondre à la question ou à la méthode QQOQCCP. Alors, c'est un peu technique. C'est aussi la méthode des 5 W pour les bilingues en anglais. Donc, en communication, dans le domaine de l'événementiel ou dans n'importe quel autre domaine, lorsque vous voulez communiquer sur un sujet et plus particulièrement sur un événement, il convient du coup de se poser systématiquement cette question avant de démarrer un plan d'action. Donc, l'acronyme, ça veut dire qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Et on le verra après, mais du coup, c'est justement en répondant à ces questions que vous allez pouvoir structurer votre communication. C'est comme une méthode de journaliste, en fait, qui va recueillir les faits et puis pouvoir communiquer de manière claire sur un sujet ou sur une actualité. Parce que souvent, ce qu'on remarque dans une communication qui n'est pas efficace, c'est qu'il va manquer justement l'un de ces éléments. On va être pressé de vouloir communiquer et puis la personne en face n'aura pas forcément
voilà, toutes les clés et tous les éléments pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour établir une stratégie, il faut d'abord poser le cadre. Donc, c'est-à-dire résumer en 4 ou 5 points quels sont vos objectifs, votre cible, votre message, votre moyen, vos points forts et vos contraintes. Donc là, par exemple, pour un événement des journées portes ouvertes, votre objectif, normalement, c'est de faire venir un maximum de monde à votre événement. Votre cible, elle peut changer, mais globalement, ça va être les habitants d'un territoire, donc d'une ville, d'un département, d'une région. Ça peut aussi être tout le monde, bien qui veut. Votre message, c'est répondre à la question « Venir à notre événement pour… » Pardon, je reviens. Venir à notre événement, pourquoi ? Est-ce que ça va être pour découvrir l'habitat participatif ? Est-ce que c'est pour visiter un projet existant ? Voilà, donc le pourquoi, il est vraiment essentiel parce que c'est l'argument que vous allez donner aux personnes qui vont avoir envie de venir. Vos moyens, ça va être les moyens du coup humains, financiers, techniques. Et les points forts et les contraintes, donc ça va être les compétences qui sont à votre disposition, les ressources humaines, les outils, etc., qui varient du coup en fonction des collectifs. Voilà, donc ça fait partie vraiment d'un ensemble pour établir une stratégie, un outil qui vous permet de poser le cadre. Et c'est seulement en fait, quand vous aurez réfléchi à tout ça, que vous aurez conscience du coup de vos points forts, vos points faibles, vos avantages, vos limites, etc., que vous allez pouvoir mettre en œuvre une stratégie de communication qui soit adaptée à vos moyens. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Voilà, c'est vraiment du préalable, hein. On va rentrer progressivement après dans la communication. Hop. Donc, là, je voulais vous faire une partie sur le plan de communication. Donc, une fois que vous avez posé le cadre de votre stratégie et que vous avez tous les éléments bien en tête, vous allez pouvoir concevoir votre plan de communication. Le plan de communication, c'est un outil qui permet de piloter une stratégie de communication et d'avoir une vue d'ensemble sur les actions à mener dans une période prédéfinie. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une seule action. Donc là, c'est l'objectif 50 personnes sur mon événement. La cible, c'est les habitants de ma commune. Le message, c'est l'annonce de l'événement avec le programme. Le canal, j'ai choisi les réseaux sociaux, la date, etc. Mais en plan de communication, ça peut récapituler, par exemple, toutes les actions de communication sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou une année. Donc là, c'est vraiment une action, mais c'est un tableau que vous pouvez reprendre et que vous pouvez adapter dans le temps, selon le temps que vous avez à disposition pour communiquer sur votre événement. Donc, pour un communicant, en général, un plan de communication, il l'a sur l'année, puisque selon l'entreprise ou l'association pour laquelle il travaille, il va devoir communiquer sur toute une année. Les idées du coup de communication sont prédéfinies à l'avance. Et donc, vous, par exemple, pour les JPO, je pense que c'est bien de démarrer la communication de votre événement 1 à 2 mois avant la date où vous avez prévu un événement, pour pouvoir du coup caler vos actions de communication, réfléchir aux dates les plus pertinentes. Du coup, voilà, c'est vraiment un outil qui est assez pratique et qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les tâches à faire. Donc là, dans ce tableau, j'ai mis l'objectif, la cible, le message, le canal choisi, la date ou la fréquence, l'état de la tâche, si vous répartissez le travail à plusieurs, et le responsable aussi si vous travaillez en équipe. Mais bien sûr, c'est adaptable et vous pouvez ajouter ou retirer des éléments en fonction des ressources que vous avez à disposition. Mais voilà, c'est un outil qui est assez pratique et qui permet du coup de préparer sa communication un petit peu à l'avance. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le plan de communication ? Il y a Chris, tu as ton micro coupé. Oui, du coup, si on veut faire rentrer plusieurs événements, il manque la petite colonne titre pour marquer le nom de l'événement. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Oui, là, c'est vrai que c'était orienté JPO, un événement pour les JPO.
Mais oui, tout à fait, ça peut convenir pour plusieurs événements. Donc, on pourrait tout à fait ajouter des éléments ou en retirer en fonction. Totalement, ouais, totalement. Ça peut être aussi un plan de com pour la communication d'un collectif voilà, qui simplement communique sur son projet, les étapes d'avancement du projet, par exemple. Et ben voilà, ils vont établir du coup les actions de communication à mener pour faire connaître leur projet, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est adaptable à tout un tas de situations, quoi, et qui permet d'avoir un peu les idées au clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet outil-là? Non? Regarde, ça a l'air d'aller. Parfait. Hop, donc ça, c'était pour le préalable, c'était vraiment établir une stratégie, commencer à poser les éléments. Et une fois que du coup, vous avez les idées au clair avec ce que vous voulez faire pour les JPO ou pour n'importe quel autre événement, ben, il va falloir communiquer dessus. Et donc là, dans cette partie de la formation, on va regarder un petit peu les outils qui sont à votre disposition pour communiquer sur votre événement ou sur votre projet. Donc, on va parler évidemment de communication, mais rassurez-vous, rien de très complexe. Hein, et j'ai fait en sorte de choisir des outils et des techniques qui sont largement accessibles à des novices, à des apprentis communicants. Donc, voilà, rien de très complexe. Du coup, je ne vous apprends rien. Hein, si je vous dis que la première chose à faire pour parler de son événement pour les JPO, bah, c'est de l'inscrire sur la carte, la carte des événements. Donc ça, cette carte, elle est en ligne sur le site internet d'Habitat Participatif France. Et donc, elle recense tous les événements des journées portes ouvertes qui sont organisés au mois de septembre sur le territoire. Alors, je préfère le préciser, hein, même si ça paraît évident. Il y a des collectifs qui organisent des événements et qui ne le mettent pas sur la carte. Il y a des collectifs aussi en France qui existent et qui ne disposent pas de fiches projets sur le site internet d'Habitat Participatif France. Donc, s'il y a des collectifs dont c'est le cas, je vous invite vivement à créer la fiche de votre projet. Hein. C'est un outil sur HPF qui est très, très consulté voilà, et qui, du coup, permet aux collectifs de gagner aussi en visibilité. Et puis, ça permet, nous aussi, chez HPF, d'avoir une vision d'ensemble sur les projets qui existent sur le territoire. Voilà, donc pour en revenir à cette carte. Oui, Dominique, tu as une question? Oui. Est-ce que tu peux nous préciser, parce que je crois que je ne l'ai pas inscrit, ou j'ai essayé de l'inscrire, mais j'étais bloquée. Ouais. Il faut mettre la fiche avec non, il ne faut pas mettre la fiche des JPO avec notre... Pour inscrire un événement, tu veux dire? Oui, pour celui-là. Pour celui-là, oui. Pour celui-là, oui, j'allais en parler justement. Ah, pardon. Non, pas de souci. Quand vous allez sur le site internet d'HPF, vous avez une rubrique événements. Vous cliquez sur événements et là, vous avez un menu avec marqué porte ouverte. Donc, il faut aller sur la page dédiée aux portes ouvertes. Vous avez la carte des événements. Et au sein de cette page, il y a un onglet où il y a écrit « Organiser un événement ». Et vous avez simplement à cliquer sur cet onglet. Et sur cet onglet, du coup, vous aurez la possibilité de saisir un événement pour les collectifs qui n'en ont jamais organisé un. Donc, vous avez un formulaire à remplir avec toutes les informations. Puis après, vous validez et votre événement apparaît sur la carte. Et il y a aussi la possibilité pour les collectifs qui ont déjà organisé des événements l'année dernière de repartir d'une fiche existante si c'est le même événement et vous n'avez plus qu'à actualiser la date, les horaires, etc. Voilà. Donc, je répète, c'est événement, porte ouverte. Et sur la page porte ouverte, organiser un événement. Voilà. Donc voilà, après, dans le formulaire, ce seront des informations classiques qui vous seront demandées. Donc, les horaires, le lieu, la date, l'intitulé de l'événement, etc. Et puis un descriptif de l'événement. Là, j'attire votre attention sur la description de votre événement. C'est quand même important, je trouve, de mettre une description qui donne envie de venir, c'est-à-dire qui soit relativement complète, écrite peut-être sur un mode un petit peu joyeux et dynamique, parce que souvent, les collectifs n'ont pas vraiment d'idée claire de l'événement qu'ils veulent proposer, et donc ils vont mettre dans la description visite et échange. Oui, on s'en doute qu'ils vont faire ça, mais ce n'est pas très engageant, je trouve, pour les personnes qui lisent le programme. Donc, c'est bien d'avoir quelque chose à proposer aux éventuels participants et c'est bien de le valoriser et de le mettre en avant pour que les personnes qui veulent venir aient une idée claire de ce à quoi ils vont pouvoir assister, quoi. Donc, à quelle heure ils ont rendez-vous le matin ou l'après-midi, qui les accueille,
où exactement, d'avoir toutes les modalités aussi pratiques, est-ce qu'ils peuvent se garer à proximité ou pas. S'il y a des modalités d'inscription, par exemple, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un formulaire d'inscription? Voilà. C'est bien de valoriser votre événement pour les JPO au titre de n'importe quel autre événement et que ça donne envie vraiment de venir aux participants. Voilà. Et donc là, on n'est pas obligé, Florentine, on n'est pas obligé de... Alors, Dominique, d'inclure notre affiche sur un lien. Non. Non. Tu as la possibilité de mettre une image, oui. Tu as la possibilité de mettre une image, celle que tu veux, pour illustrer ton événement, mais il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. Voilà. Il y avait Chris, peut-être? Ouais. Je ne sais pas si c'est le moment de poser ce genre de questions ou si on les réserve pour la fin. Mais moi, par exemple, donc j'ai inscrit, je l'ai fait, donc j'ai inscrit l'événement des JPO pour l'île au vert sur HPF. Je trouve qu'il y a une petite complexité ensuite pour moi, c'est que du coup, j'ai aussi rempli la fiche, mais je m'y perds entre la fiche qui présente le projet qui n'est pas l'événement et l'événement. Et on n'est pas sur on n'arrive pas forcément sur les mêmes sites, puisqu'après on arrive sur, si je me souviens bien, sur Oasis et HPF. Merde, d'accord. Zut, je vous ai perdu. Bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de parler, mais voilà. Je sais plus où vous êtes. En tout cas, on t'entend. Trafic en même temps, et du coup, voilà. Ouais, okay. Donc voilà, et donc ça me perturbe un peu. Et puis en plus, j'ai perdu mes identifiants de connexion. Donc après, j'avais écrit, on m'en avait renvoyé, mais il fonctionne plus. Enfin bref, du coup, je trouve pas très très aisé. Pourtant, je tiens à dire que c'est pas du tout parce que je suis pas du tout voilà, j'ai une licence professionnelle de créateur multimédia. Donc, normalement, je me débrouille bien. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, je ne sais pas trop en fait ce qui se passe en fait dans le. Ouais, je comprends. Dans le truc, j'ai pas bien tout maîtrisé en fait. C'est vrai que nos outils sont parfois c'est un peu confusant pour les personnes qui utilisent notre site. Hein, j'en ai conscience. En tout cas, une fiche, ça désigne simplement, c'est comme si on parlait d'une page, si vous voulez. Donc, en fait, un collectif qui a sa fiche, il a une fiche projet qui, elle, n'a rien à voir avec une fiche JPO, par exemple. C'est comme D'accord, donc il y a les deux. Mais en fait, par exemple, si je veux corriger ma fiche, là, j'ai essayé tout à l'heure, là, juste avant de venir, et impossible, en fait. Pour la fiche du groupe, du collectif, ouais, pour la fiche du groupe, ouais. Et non, en fait, pour les JPO, j'aimerais bien aussi. Donc, c'est pas les mêmes connexions, c'est pas les mêmes identifiants. Alors, en l'occurrence, pour les JPO, il n'y a pas besoin d'être connecté, ni même d'avoir un compte pour inscrire un événement, ni pour le modifier d'ailleurs. Et quand vous allez sur la rubrique « Organiser un événement pour les JPO », vous avez toutes les manipulations qui vous permettent de retrouver un événement, de le modifier. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être connecté ni d'avoir de compte. Donc ça, c'est assez facile. Après, effectivement, pour modifier la fiche d'un groupe projet, il y a des identifiants qui sont bien spécifiques et qui, eux, ne sont pas non plus les identifiants d'une fiche personnelle. Donc ça, il faudra me les demander, Chris. Oui, d'accord. Voilà, je te les enverrai, je t'explique. Voilà, je t'expliquerai la manipulation, il n'y a pas de problème. Je veux bien parce que je trouve que c'est pas aisé et puis je suis pas toute seule dans un groupe de travail dont je fais partie et finalement personne s'en sort très bien quoi. Donc, ok, d'accord, pas de souci. Donc je suis un peu aussi là pour récolter ce genre d'informations. Pas de problème, j'enverrai tout ça après, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la carte? Je n'ai pas l'impression. Ok. On va continuer alors. Hop. On va passer maintenant à la partie réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que c'est un outil qui est assez efficace pour communiquer sur votre projet. Alors, c'est vrai qu'on peut être pour ou contre leur utilisation. Hein. Il y a des arguments dans les deux cas. En général, les personnes qui sont réticentes à leur utilisation, c'est que soit ils ne connaissent pas et que du coup, en fait, ils ne savent pas s'en servir et ça leur fait un petit peu peur et du coup, ils n'osent pas investir ces réseaux-là. Soit ils vont être contre plus pour des raisons un petit peu éthiques, c'est-à-dire que voilà,
Ils veulent protéger leurs données personnelles, ils n'ont pas envie d'être suivis, surveillés par des logiciels, etc. Et puis ça peut s'entendre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des collectifs qui refusent catégoriquement d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur leurs projets. Alors, je comprends, mais il n'empêche que, objectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment un excellent moyen de communiquer sur un événement ou sur un projet, sur un collectif. C'est gratuit. Donc là, vous bénéficiez quand même d'un terrain d'expression très vaste, gratuitement, sans avoir à y déployer beaucoup de moyens. Donc les réseaux sociaux permettent plusieurs choses. Et là, du coup, ça fait écho à la demande de Hank et de je ne sais plus quel collectif qui voulait des enfants, des familles, chercher à recruter en fait des personnes un peu plus jeunes en fait des fois que la moyenne d'âge du collectif. Et c'est ce que les réseaux permettent. Ils permettent de toucher une audience plus jeune. Je prends l'exemple de Facebook où la moyenne d'âge des utilisateurs dessus, même si elle a tendance à reculer un petit peu, c'est 25-30 ans. Donc là, on touche quand même des personnes qui sont relativement jeunes, même si les personnes âgées investissent de plus en plus Facebook et sont en train en fait de rattraper les plus jeunes. Les plus jeunes délaissent Facebook au profit d'autres réseaux sociaux. Ouais, les jeunes, ils ne sont plus du tout sur Facebook. Ouais, bah justement, ça dépend quelle moyenne d'âge. Parce que par exemple, moi j'ai 25 ans, j'y suis encore. Donc finalement, je reste là-dessus. Après, des personnes qui ont entre 18 et 25 ans, ou même parfois entre 14 et 18 ans, alors c'est sûr, ils sont pas sur Facebook. Bon, les jeunes entre 15 et 20 ans, c'est pas forcément notre cible non plus. Non plus, c'est pour ça. C'est pour ça. Si vous voulez recruter des personnes avec enfants, des couples de personnes un peu plus jeunes et qui potentiellement feraient des enfants après, finalement, Facebook, vous êtes sur un bon réseau social pour aller les toucher, quoi. Voilà. C'est un réseau social qui permet de se rendre visible, de se faire connaître et de sensibiliser parce que certes, il existe la cartographie des projets, par exemple, pour communiquer sur son collectif, ou les collectifs disposent d'un site internet ou d'un blog, mais on est d'accord que ça reste quand même assez limité, que ça reste quand même assez figé et que finalement, les personnes qui vont aller sur ces sites internet ou sur des blogs ou même sur la cartographie des projets, c'est finalement un public qui est déjà initié, qui connaît déjà l'habitat participatif et qui en tout cas a fait la démarche de venir chercher cette information-là. Alors que quand vous publiez sur les réseaux sociaux, vous permettez aussi peut-être à des personnes de se mettre au courant de vos actualités sans qu'ils l'aient nécessairement cherché ou voulu. Et donc, ça permet vraiment de déployer sa communication de manière un petit peu plus large que simplement un site internet ou un blog ou le site d'HPF. Oui, Dominique. Dans ton expérience, donc Twitter et LinkedIn, on peut les associer ou bien tu penses que… Oui, en fait, là, pour cette formation, j'ai pris l'exemple de Facebook parce que je trouve que c'est celui qui est le plus efficace pour ce dont on parle, communiquer sur un événement JPO ou communiquer sur son collectif. LinkedIn, c'est un réseau social, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est professionnel. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment que pro. Donc, finalement, on peut publier des actualités dessus plus générales sur un événement ou quoi, mais si ça n'intéresse pas des professionnels, ça n'a pas la même dimension, si vous voulez. Vous n'allez peut-être pas toucher une cible qui vous intéresse en publiant sur LinkedIn. Ça dépend du type d'actualité que vous voulez mettre dessus. Twitter, c'est pareil. Twitter, c'est un réseau social qui, encore plus que Facebook, est qui est vraiment dans le, dans la viralité, dans l'immédiateté, dans l'instantanéité en fait de l'information. Donc Twitter, c'est quelque chose qui va être très adapté pour le live, par exemple, d'un événement. Je ne suis pas convaincue de la présence d'un collectif sur Twitter. C'est assez efficace pour repartager des infos, on appelle ça retweeter du coup. Mais je ne suis pas vraiment convaincue, non. Je trouve que les communications des collectifs les plus efficaces, elles sont sur Facebook. D'accord. Et à ton expérience, combien de temps avant il faut communiquer, créer l'événement sur Facebook? Je dirais que pour créer un événement, c'est bien de le faire peut-être un mois avant. Ton exemple, tu avais mis une semaine. Est-ce que ça correspond à une réalité aussi? Je dirais un peu plus quand même. Un mois avant.
Ouais, un mois avant. Bon, après, il n'est jamais trop tard pour le faire, hein, de toute manière, mais on va le voir après, justement, à quelle date et à quelle fréquence est-ce qu'on publie sur Facebook. Je vous dis ça juste après. Les réseaux sociaux, ils permettent aussi de la proximité, ce que ne permettent pas forcément justement les sites internet et le site d'HPF, puisque c'est très facile d'entrer en interaction et de communiquer. Donc, quand vous communiquez une actualité sur Facebook, des personnes intéressées vont commenter ou vont vous envoyer un message, et de là, un dialogue, un échange va s'instaurer, et c'est très facile du coup de communiquer, d'échanger des informations. Voilà, c'est vraiment le côté instantanéité, messagerie instantanée qui permet de discuter très facilement, comme un chat en fait. Hein. Facebook, c'est un chat. Et donc, ça permet d'échanger facilement. Facebook, c'est efficace aussi, et encore plus, je trouve, dans le domaine de l'habitat participatif, pour réseauter, partager, se tenir informé. Parce qu'en fait, Facebook, c'est une plateforme qui réunit aussi plein d'autres pages, plein d'autres collectifs comme les vôtres. Et du coup, c'est très efficace pour entrer en contact avec d'autres collectifs, pour vous renseigner sur des pages ou des groupes qui sont aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, ou de l'environnement, ou des logements partagés, etc. Donc voilà, ça permet de construire votre réseau, de l'alimenter, de partager des informations, de partager, de faire de l'échange mutuel aussi d'actualité. Ça, c'est possible de faire des partenariats aussi avec d'autres collectifs qui s'engagent, eux, à partager vos actualités quand vous partagez les leurs. Donc voilà, réseauter sur Facebook, c'est assez facile et assez efficace. Et enfin, ça peut permettre aussi de récolter des fonds, de trouver de nouveaux donateurs, des investisseurs pour les collectifs qui sont en recherche, de chercher de nouveaux bénévoles. Ça peut se faire aussi sur Facebook. Voilà, j'ai déjà vu passer des actualités de collectifs qui cherchaient des investisseurs solidaires et qui communiquaient du coup par ce biais-là. Voilà. Donc ça, c'était plus général sur les réseaux sociaux, de l'importance du coup d'investir ces réseaux-là quand on est un collectif. Et je vais passer maintenant à Facebook, dont on parlait il y a quelques instants. Donc pour ceux qui... Excusez-moi, je retrouve ma fiche. Donc Facebook, c'est adapté pour les collectifs, c'est gratuit. Il suffit simplement du coup de créer un compte sur Facebook. Alors il y a une chose, c'est qu'on peut avoir un compte perso sur Facebook. Donc moi par exemple, Florentine de Michel, et on peut avoir aussi une page au nom de notre collectif. Donc là, ça va permettre vraiment de communiquer juste sur le collectif, et pas nous en étant le porte-parole du coup du collectif. Donc pour ça implique de créer une page, évidemment, et on peut le faire quand on dispose d'un compte sur Facebook. Moi, je ne vous ai pas mis la manipulation, mais c'est assez facile de chercher sur Internet comment est-ce qu'on crée une page du coup. Et une page, ça peut être sur n'importe quel sujet, absolument n'importe quel sujet. Mais voilà, donc pour communiquer sur Facebook pour un collectif, ça implique déjà de disposer d'une page Facebook. Et je le répète, une page, ce n'est pas un compte, parce que ça arrive des fois qu'il y ait des petites confusions à ce niveau-là. Donc, avoir une page, ça va vous permettre déjà de partager les posts d'Habitat Participatif France. On en serait ravis que vous puissiez le faire. Et ça va vous permettre du coup de publier régulièrement. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas le mot post. Un post Facebook, ça désigne juste une actualité, voilà, une actualité, une news. Ça s'appelle un post. C'est une publication. Une publication. Voilà, une publication sur Facebook. Du coup, sur Facebook, vous pouvez publier régulièrement. Donc, pour un collectif, par exemple, qui n'organise pas d'événements pour les JPO, ça peut être sur les étapes de votre projet, l'avancement de votre projet. Pour ceux qui communiquent sur un événement, ça peut être déjà l'annonce de l'événement, puis progressivement après dans un autre poste, le programme, puis ensuite dans un autre poste, voilà, une photo des lieux ou des bénévoles qui vous attendent sur le stand. Ou voilà. Il y a tout à imaginer, tout à faire. Et sur Facebook, on a aussi une fonctionnalité qui est assez pratique, fonctionnalité créer un événement. Et vous pouvez inviter les internautes à le partager. Donc là, j'ai pris la capture d'écran de notre événement HPF, Journée Porte Ouverte de l'Habitat Participatif. Donc là, on crée un événement dans lequel, en fait, comme si on crée une fiche sur le formulaire pour les JPO, sur le site internet d'HPF, on crée un événement, on met l'intitulé de l'événement, qui organise l'événement, et puis après, toutes les informations pratiques, à quelle heure ça a lieu, où, quand, la description avec le programme.
Et ça, après, vous pouvez le partager sur votre page. Vous pouvez demander à d'autres pages aussi, d'autres comptes de le relayer, de le partager, etc. Et surtout, quand vous créez un événement, les personnes ont la possibilité d'indiquer que soit elles participent, soit qu'elles sont intéressées. Et en fait, dans ce cas-là, les personnes reçoivent les notifications lorsque vous publiez dedans. Donc après, lorsque vous publiez dans l'événement, par exemple, vous annoncez le programme détaillé de l'événement, toutes les personnes qui se sont signalées comme participantes ou intéressées vont recevoir un message comme quoi vous avez publié dans l'événement. Et... Oui, Cécile? Alors, regarde, tu vois, j'ai ouvert mon Facebook sur mon smartphone, mais ce que tu dis, j'y vois pas. Hein. Si, il y a la journée. Moi aussi, parce que je sais pas l'utiliser. Tu vois, j'ai rien de ce que tu dis, moi, sur Facebook. Si voilà. tu cherches HPF, Habitat Participatif, tu vas trouver la page. Oui, mais moi, par exemple, j'ai mis journée porte ouverte, HPF journée porte ouverte. Non, ça ne marche pas. Il faut aller sur la page d'Habitat Participatif France déjà. Oui, mais créer un événement, c'est sur HPF, c'est pas sur Facebook. Non, mais là, je parlais de la page de votre collectif. Oui, mais moi, je trouve rien. Un jour, je te rappellerai, Florence. Oui, je ferai une formation utiliser Facebook pour les collectifs. Voilà, je te rappellerai parce que j'ai que ma faute. Ah, on t'entend plus, Cécile, ou je suis la seule à pas l'entendre? On t'entendait plus. On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Bon, je redis, j'ai que ma photo, dont j'ai absolument pas besoin, avec plein d'informations qui ne m'intéressent pas sur Facebook. Oui. Alors, mais ça, là, on parle bien de ton compte personnel. Oui. Voilà, et c'est pas, je le redis, mais c'est pas depuis ton compte personnel que tu crées un événement, d'accord? Ah bon? C'est pas. Non, c'est depuis une page. Et comment je fais pour trouver la page, créer une page? Eh bien, ça, je l'expliquerai dans un autre temps, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps. Okay. Mais si tu veux, Cécile, je te ferai une formation privée. Voilà. À Facebook. Utiliser Facebook pour un collectif. Merci. Il n'y a pas de souci. Je t'en prie. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Facebook, les pages, etc.? Non, mais effectivement, c'est pas, je sais pas, les mêmes problèmes que Cécile, mais on reçoit au quotidien plein de choses qui ne nous concernent pas et il faut penser à aller sur les sites qui nous intéressent, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, oui, je l'apprends, ou peut-être pas d'ailleurs, hein. Mais sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des algorithmes qui vont en fait surveiller votre activité sur les réseaux et vous recommander du contenu pertinent ou pas, adapté du coup à vos centres d'intérêt. Moi, en ayant repris la page Facebook d'Habitat Participatif France, je ne me suis abonnée et je n'ai liké que des pages qui sont en lien du coup avec l'habitat participatif ou des pages de collectifs ou des groupes Facebook dans le secteur de l'ESS, etc. Et donc, du coup, je n'ai des actualités qu'en lien avec ça. Et évidemment, c'est différent de mon compte Facebook personnel où là, je vais avoir aussi d'autres contenus, d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas être dupe quand on utilise les réseaux. On sait très bien que, voilà… c'est important ce que tu dis là. Oui, bien sûr. Après, c'est pas le débat, si tu veux. Je pense que les personnes savent très bien que lorsqu'on va sur Facebook, on s'expose à ça et que si on veut absolument protéger nos données, etc., dans ce cas-là, on n'y va pas et on a le droit de pas y aller. Mon propos, c'était vraiment pour dire que négliger les réseaux sociaux et négliger Facebook, c'est se priver d'une communication qui va être large et efficace. Voilà. Surtout pour les collectifs quand ils sont à la recherche aussi de nouveaux habitants et qui cherchent un petit peu à faire connaître leur projet. Se contenter du site internet d'un collectif ou de la fiche du projet sur la carte HPF, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors certes, vous existez sur internet, etc. Mais en tout cas, moi, j'observe vraiment les communications de collectifs sur Facebook qui ont décidé de jouer le jeu et qui ont décidé vraiment d'investir ce réseau, etc. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe sans avoir eu à faire l'effort d'aller chercher l'actualité, quoi. Ça remonte, si vous voulez, sur mon fil d'actualité. Et il y a certains projets qui communiquent très bien sur Facebook et je suis au courant vraiment de toutes leurs dernières actus, quoi. Ça donne aussi une image
de collectif qui est dynamique, qui est présent, qui est dispo aussi pour répondre aux questions et aux réponses, etc., c'est pas mal. Voilà. Alors après, effectivement, il y a d'autres réseaux dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, hein, Twitter, LinkedIn, Instagram aussi, pourquoi pas. Voilà, je ne les ai pas mentionnés parce que je ne pense pas que ce soit très pertinent. Instagram, c'est un réseau social de l'image, donc c'est bien pour publier des jolies photos. Je ne suis pas sûre que ça aide énormément à faire connaître votre collectif. Et LinkedIn, voilà, c'est pareil, c'est un réseau social sur l'instantanéité, etc. Je ne suis pas pertinente, moi, enfin, je ne suis pas convaincue de leur pertinence. C'est pour ça que je vous parlais de Facebook. On va passer à la suite. Donc, pour ceux qui n'aiment vraiment pas Facebook et qui voudraient quand même communiquer sur Internet, vous avez toujours la possibilité de le faire sur votre blog, si vous en disposez un, ou sur Internet, donc sur votre site par exemple. Ça implique de disposer d'une rubrique actualité qui soit visible ou qu'on puisse facilement trouver sur votre site Internet. Et donc, quand vous avez une rubrique actualité, vous pouvez publier des articles dedans. Et mettons que vous vouliez publier un article sur votre événement Journée Porte Ouverte. Dans le titre, il doit contenir la date, le thème, le lieu. Et c'est pareil pour les fiches sur la carte des événements JPO, sur le site HPF. Si vous mettez juste porte ouverte dans le titre, ça ne dit rien de plus aux personnes qui se renseignent sur l'événement, en fait. Donc, les participants ont vraiment besoin de savoir ce que vous organisez comme événement. Donc là, je vous ai mis un exemple d'événement, enfin d'intitulé d'événement qui est complet, qui est clair. Journée porte ouverte le 24 septembre au Bois Blanc à Lille. Donc la personne après qui va cliquer sur l'article, elle aura peut-être un peu plus d'infos de fond, etc. sur le programme. Mais en attendant, elle sait exactement où est-ce que ça se passe, quand, etc. Donc c'est vraiment important qu'il y ait tous les éléments déjà dans le titre. Le contenu de l'article, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il doit répondre à la fameuse question QQO, QCCP, donc c'était la diapositive numéro 5. Donc qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Et vous pouvez aussi mettre dans votre article le kit de communication des JPO qui peut illustrer du coup votre article. Donc le kit de communication, je le dis aussi pour rappel, il est sur la même page que pour organiser un événement pour les JPO. Quand vous allez sur la page JPO, avec la carte des événements, vous cliquez sur organiser un événement et là vous avez le kit de communication qui est téléchargeable. Donc avec l'affiche, l'illustration, il y a aussi un communiqué de presse. Enfin voilà, vous avez tous les éléments du coup pour illustrer votre communication sur les JPO s'il vous manque un peu des éléments. Vous avez aussi la possibilité de communiquer par email ou via une newsletter, bon, si vous en possédez une, hein, si vous possédez en tout cas une base de contact suffisante. Le mail, je vous conseille de l'envoyer à intervalles réguliers avant l'événement, de ne pas envoyer un seul mail, mais peut-être d'en envoyer 2 ou 3. Comme le mail que je vous ai envoyé pour cette formation, en fait. Je l'envoie une première fois, je l'envoie une deuxième fois, et puis je l'envoie aussi une troisième fois le jour même pour que les personnes aient vraiment toutes les infos, le lien de connexion, etc. Dans le mail, c'est pareil. Le mail, c'est comme un article. Il faut que dans le titre et dans le contenu, il y ait tous les éléments de votre événement. Et dans votre email, dans votre newsletter, vous pouvez aussi joindre le kit de communication qui inclut un communiqué de presse personnalisable. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, on vous a rédigé une base de communiqué sur l'événement national et vous avez une partie personnalisable spécifique en fait à votre événement, quoi. Voilà. Et le kit de communication, je vous ai remis du coup le lien en bas. Donc, vous y aurez accès en passant par là. Il y a des questions sur Internet? Super. Ça va. Plein de précisions qui m'ont été utiles. Eh ben, tant mieux. Je suis contente que ça serve. Super. Hop. Et si vous êtes vraiment du coup pas Internet du tout, pas réseau du tout, rien de tout ça, vous pouvez solliciter la presse. Alors la presse, c'est sûr que c'est pas le plus facile à obtenir. C'est quand même le moyen de communication le plus entre guillemets prestigieux, puisque là c'est quelqu'un qui communique pour vous dans un média. Donc il n'est pas toujours facile à obtenir, mais il est néanmoins très très efficace. Et donc, qui vous pouvez solliciter dans la presse? Vous pouvez solliciter les médias de votre commune, de votre collectivité, si vous voulez. Donc, ça peut être le magazine de votre commune, le journal de la commune. Ça peut être la presse quotidienne régionale, donc la presse écrite, la radio, le web, la télé, pourquoi pas. Des fois, ils se déplacent. Voilà, des fois, ça peut être sympa. Et puis, je vous ai mis aussi les médias militants locaux. Alors, ce ne sont pas les médias les plus connus.
Mais par contre, pour des médias qui sont spécialisés sur des thématiques voilà, sociétales, environnement, initiative, transition, etc., ça peut être super efficace parce que ce sont eux qui seront les plus susceptibles d'être intéressés par votre événement. Donc, je vous invite vraiment à les contacter. C'est vrai que ça demande un petit travail de recherche parce qu'ils ne sont souvent pas aussi connus que les médias traditionnels. Mais eux, ils seront sans doute intéressés pour venir sur votre événement. Donc, il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Il ne faut pas hésiter, du coup, à les contacter. Voilà, je vous ai mis juste en bas quelques recommandations pour vous adresser, du coup, aux journalistes. Donc, déjà, vous présenter, ça paraît bête, mais le journaliste aime bien savoir à qui il a affaire. Donc, vous présentez au nom de quel collectif voilà, vous organisez l'événement, etc. Dans votre mail, par exemple, si vous les contactez par mail, de résumer l'événement vraiment au maximum sans oublier les infos essentielles, mais en tout cas d'aller très vite parce qu'un journaliste, il ne prendra jamais la peine de lire 2 ou 3 pages de présentation d'un événement. Donc, il s'agit vraiment d'aller à l'essentiel, de parler de votre événement et de donner toutes les infos factuelles. Les journalistes aimeront bien qu'il y ait des ressources, donc vous pouvez communiquer par exemple l'affiche nationale de l'événement ou l'affiche de votre événement à vous, d'avoir un visuel parce que s'ils ont envie d'illustrer l'article sur Internet, c'est bien d'avoir voilà, une petite image et puis d'avoir un communiqué de presse. Et le communiqué de presse, c'est très utile pour les journalistes parce que ça leur permet vraiment de comprendre dans quel contexte s'inscrit votre événement. C'est-à-dire que oui, vous organisez un événement pour les journées portes ouvertes, mais déjà, les journées portes ouvertes, c'est quoi? Ça a lieu depuis combien de temps? Ça sert à quoi? Etc. Et tout ça, c'est écrit dans le communiqué de presse. Donc, ne pas oublier de le joindre, c'est bien. Et vous pouvez après, si vous le souhaitez, renvoyer vers le site de votre collectif, votre blog, ou un article plus détaillé qui parle de votre événement avec toutes les informations, etc. Et je le précise, même si ça paraît évident, ne pas oublier votre contact. Parce que des fois, il y a des personnes qui envoient des mails. Alors, ils ont l'adresse mail, certes, mais mettez votre numéro de téléphone, votre nom, prénom. Le journaliste aimera savoir vraiment qui vous êtes et s'il vous appelle, voilà, qu'il sache exactement à qui il a affaire. Et puis, je pense qu'un journaliste ne prendra pas la peine de vous répondre par mail. Il vous appellera s'il a besoin de plus d'informations ou s'il doit caler un rendez-vous avec vous. Voilà, donc ne pas oublier le contact, nom, prénom et numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a des questions sur comment s'adresser aux médias? Non. Bon, super. On va avancer alors. J'ai un peu trop avancé. C'est cette slide que j'ai oubliée. Là, voilà. Donc oui, on a parlé réseaux sociaux, on a parlé Internet, on a parlé médias, etc. Mais il y a aussi un canal de communication historique qu'il ne faut pas négliger, c'est l'espace public. L'espace public, ça permet de capter aussi une cible à laquelle on a du mal à s'adresser. Je pense surtout aux personnes âgées. En tout cas, moi, chez HPF, on m'a déjà fait la remarque que la communication sur Internet et sur les réseaux sociaux ne suffisait pas à donner toutes les informations sur un événement et que des habitants d'un projet, par exemple, préféreraient avoir une affiche pour savoir qu'un événement a lieu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette slide, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on néglige aussi un petit peu l'affichage, en fait, dans l'espace public et puis dans d'autres lieux. Donc, pour communiquer sur les JPO, il y a plusieurs supports. On a l'affiche nationale de l'événement. Je vous précise aussi qu'il est possible de personnaliser votre affiche pour les journées portes ouvertes. Il y a juste un questionnaire en fait, à remplir et c'est Philippe Molon-Deschamps, notre graphiste bénévole, qui s'en occupe. Donc, vous pouvez lui passer commande. Vous avez juste les informations de votre événement à mettre et puis lui, ensuite, il fait une affiche personnalisée qui vous envoie en PDF et en web. Voilà. Vous avez le communiqué de presse personnalisable et l'illustration de l'événement. Voilà. Donc, vous avez tous ces supports-là à disposition. Et donc, après, la question, c'est où est-ce qu'on les diffuse? Moi, je vous conseille de le faire dans les lieux fréquentés par vos publics cibles. Donc, quand c'est très grand public, ça peut être les commerces, les cafés, les bars, les restaurants. Et puis, si c'est des personnes qui sont plus susceptibles d'être intéressées par l'habitat participatif, je pense notamment aux lieux culturels, aux marchés, aux associations, aux établissements publics
aux espaces de coworking aussi. Nous, chez Habitat Participatif France, on travaille dans un espace de coworking qui est spécialisé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, afficher là-bas, c'est un excellent moyen de communication pour un public qui est vraiment intéressé par le sujet. Et vous pouvez aussi afficher dans les lieux autour de l'événement qui sera organisé. Et vous pouvez aussi afficher sur les espaces d'affichage public, les panneaux d'information de votre ville, les panneaux de petites annonces, etc. Et on va voir, je vais vous donner des conseils d'impression juste après pour imprimer de belles affiches avec les bons formats, etc. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Ou est-ce qu'on peut passer à la dernière partie du coup de cette formation? Ok, on y va alors. Si moi je veux bien. Oui. Si, pour récupérer tous les supports, je n'ai pas été attentive, je crois. On les récupère où? Les supports, ils sont du coup dans le kit de communication. Et le kit de communication, il est en ligne sur notre site. Quand je vous enverrai le support là, de la présentation, vous aurez le lien vers le kit de com. D'accord. Il est du coup, il est sur la page Porte ouverte. Porte ouverte. Et dans la page Porte ouverte, c'est le même onglet que pour inscrire un événement. C'est l'onglet Organiser un événement. Et sur l'onglet Organiser un événement, du coup, vous avez toutes les infos pour saisir votre événement sur le site et le kit de com. Tout est sur la même page. Ok, voilà. Merci. Je vous enverrai tout à la fin par mail aussi avec les liens. Comme ça, je suis sûre que vous avez tout à disposition. Hop. Donc, dans cette dernière partie, on va voir quels outils peuvent vous être utiles si vous souhaitez créer des visuels pour améliorer votre communication, soit pour communiquer sur les JPO, soit pour communiquer sur votre projet ou sur n'importe quel autre sujet. Donc, j'ai veillé à ce que tous les outils que je vous présente là, ici, soient très simples d'utilisation, gratuits. En général, ils nécessitent juste de créer un compte, mais aujourd'hui, malheureusement, sur Internet, il n'y a plus beaucoup de services qui ne demandent pas de créer un compte. Hein. Donc voilà, donc ceux-là sont très très simples d'utilisation, même si certaines versions payantes, effectivement, proposent un petit peu plus de fonctionnalités, mais je ne pense pas que ce soit pertinent de prendre les versions payantes pour ces logiciels. Donc là, je vous ai mis une sélection d'outils, le premier étant Canva. Alors Canva, c'est super, je m'en sers personnellement dans le cadre de mon travail parce que je suis une communicante de formation, mais je ne suis pas experte, moi, des logiciels du coup, de création graphique. Donc, je travaille vraiment quasiment tous les jours sur Canva. Donc, Canva, c'est gratuit. C'est très simple d'utilisation. Ça implique simplement de créer un compte. Et l'avantage de Canva, c'est qu'il va vous proposer des modèles de visuels préconçus que vous aurez du coup la possibilité de modifier presque à l'infini. C'est-à-dire que si le modèle vous convient, vous pouvez le laisser tel quel et vous n'avez plus qu'à rentrer votre texte, mettre une photo par-ci par-là, mais vous aurez aussi la possibilité de changer les polices d'écriture, de changer les couleurs, de changer la forme de certains objets sur le visuel, etc. C'est très facilitant parce que, voilà, comme je vous ai dit, il y a des modèles et en même temps, ça permet une grande liberté si vous souhaitez faire autre chose. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller sur ce site, de créer un compte et puis de vous initier un petit peu à ces techniques. Sachez qu'une version pro est gratuite pour les associations. Il faut simplement en faire la demande auprès du site. Il faut transmettre, je crois, un statut. Et du coup, le site, après, débloque la version premium pour les utilisateurs. Donc, moi, au titre d'HPF, j'ai une version pro qui permet un petit peu plus de choses et qui est quand même très, très simple, très facile d'utilisation. Et surtout, ça permet de créer rapidement parce qu'on n'a pas à se casser la tête sur d'autres logiciels quand on ne sait pas créer quelque chose, quoi. Voilà. Ensuite, je vous ai mis Geniali. C'est un peu le même principe que Canva. Vous avez plein de visuels qui sont déjà fabriqués. Mais lui, il permet d'explorer un petit peu d'autres formats comme des petites vidéos, des petites animations et même des jeux en ligne. En fait, ça permet de créer des jeux. Donc, c'est assez sympa, c'est gratuit aussi. Il faut simplement créer un compte. Et après, je vous ai mis le logiciel GIMP. Bon, là, ça demande d'être déjà un petit peu plus avancé avec quelques notions quand même de retouche et de création graphique.
mais GIMP, c'est l'équivalent gratuit de Photoshop. Franchement, il propose presque les mêmes fonctionnalités, c'est juste un petit peu moins poussé parce que je pense qu'effectivement, les professionnels ne travaillent pas dessus, mais en tout cas, pour quelqu'un qui est novice, voilà, il trouvera tout à fait son bonheur sur GIMP. Donc, GIMP, c'est un logiciel, ça implique de le télécharger, mais il est gratuit. Et voilà, c'est vraiment un logiciel de retouche et de création graphique. Voilà pour ça. Et pour illustrer votre communication, vous n'avez pas forcément toujours d'images à disposition. Et donc, pour cela, on a tous un réflexe. Et moi-même, quand j'étais débutante, c'est ce que je faisais. Si je cherchais une photo de maison, par exemple, pour illustrer une communication, j'allais dans Google Images, je tapais maison et je téléchargeais la photo qui me plaisait. Et ça, c'est dangereux vis-à-vis des droits d'auteur. C'est arrivé voilà, que certaines personnes qui fassent ça soient poursuivies par l'auteur en fait, de la photo. Donc, moi, je vous conseille surtout de trouver des photos qui vont être libres de droit pour illustrer vos communications et de faire extrêmement attention aux droits d'auteur. Ça ne rigole pas du tout. Les images qui sont disponibles sur Google Images, elles ne sont pas du tout forcément libres de droit. Et donc, pour cela, il existe des banques d'images en ligne qui sont gratuites et libres de droit. Et au moins, quand vous téléchargez ces photos, vous savez que vous n'allez pas être embêté et que vous risquez absolument rien. Donc là, je vous ai mis une sélection à droite de plusieurs sites qui proposent des images gratuites à télécharger et souvent en très bonne définition aussi. Donc, on a Pixabay, FreePic, Pexels. Il y a les liens dessus, donc vous irez voir. Donc, ce sont des photos et images libres de droit et gratuites à télécharger. Ça fonctionne comme un moteur de recherche. Vous renseignez le terme voilà, de l'objet que vous souhaitez télécharger. Et puis, le site vous propose une sélection de photos qui sont gratuites, que vous pouvez modifier aussi. Vous ne risquez rien à le faire. Donc c'est assez efficace. Et je vous ai mis un site juste en dessous. Alors, ça change un petit peu, mais ça s'appelle Flaticon. Ce sont pour télécharger des icônes, des stickers et des vecteurs. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez créé un visuel et puis vous voulez mettre une petite loupe, vous avez juste besoin de ça, vous allez sur Flaticon, vous tapez loupe et puis il vous propose des loupes à télécharger ou n'importe quel autre objet, une petite fleur, une petite maison. Voilà, ce sont des icônes en fait. Donc ça, c'est gratuit aussi. Il y a plein de modèles. Voilà. En dessous, bon, c'est quand vous êtes un peu plus initié, mais je vous mets quand même les formats et les tailles des visuels à télécharger. Pour ceux qui ne connaissent pas les extensions de fichiers, ça va désigner vraiment la nature en fait, d'un fichier. Donc, quand vous enregistrez une image, par exemple, si cette image que vous téléchargez s'intègre dans un fichier qui est à destination du web, il faudra la télécharger en PNG, .png. Et si vous sauvegardez l'image, c'est le mode de couleur RVB. Pour l'impression, si c'est un visuel que vous voulez imprimer, il faudra le sauvegarder en PDF. Vous allez l'imprimer en PDF et choisir le mode de couleur CMJN. Ça, en général, ce sont dans les paramétrages vraiment du logiciel. C'est pour ça que je dis que c'est pour ceux qui maîtrisent un petit peu mieux les logiciels. Voilà, et pour la taille, pour le web, ça dépend du réseau social choisi. Si par exemple, vous voulez créer une couverture Facebook pour votre page, vous tapez sur Google « taille couverture Facebook », on vous donnera la taille et puis après, vous pouvez créer le visuel en fonction. Et puis pour l'impression, je vous conseille de commencer par la plus grande taille de votre visuel, de le mettre vraiment de manière très large en fait, pour l'imprimer et de réduire en fonction. Mais il vaut mieux commencer par la plus grande taille, quitte à réduire après que la plus petite. Voilà. Hop. Des conseils du coup pour l'impression. Sait-on jamais que vous soyez amené du coup à vouloir imprimer des visuels et puis à les afficher. Vous avez plusieurs possibilités pour imprimer. Donc vous avez la première option qui est chez vous avec votre imprimante personnelle, mais c'est long et c'est très cher, surtout vu le prix du coup de l'encre. Si vous souhaitez imprimer voilà, de grandes quantités d'affiches ou de flyers, vous risquez d'en avoir quand même pour votre poche. Donc c'est bien si vous voulez faire vraiment que quelques petits tirages. Voilà, 4 ou 5 affiches par exemple, c'est adapté. Sinon, je vous conseille d'aller dans une imprimerie locale. Si vous en avez une proche de chez vous, c'est vraiment l'idéal parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Et puis souvent, les imprimeurs sont de très bons conseils. Lorsque vous arrivez là-bas et que vous avez un souci, par exemple, de fichier, l'imprimeur pourra vous dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est bien.
Les imprimeries en ligne, bon, c'est un peu moins éthique, mais il n'empêche que c'est très rapide. C'est bon marché et surtout c'est adapté à un grand nombre de tirages. Je ne sais pas moi, si votre collectif veut imprimer des cartes de visite et qu'il veut en imprimer 500, et ben, il peut le faire via une imprimerie en ligne. Ça fonctionne très, très bien. Donc voilà pour ça. Et enfin, vous avez la possibilité aussi des établissements publics, donc des collectivités, des bibliothèques, des administrations, voilà, où vous allez pouvoir aussi imprimer des documents et puis en général vous payez à l'impression. Voilà. Oui, des questions. Tu disais, l'imprimerie en ligne, c'est souvent pas très éthique. Et Ouais. quel est le rapport imprimerie locale, imprimerie en ligne? C'est beaucoup. Le rapport de coût, enfin, c'est beaucoup moins cher en ligne. C'est moins cher en ligne, oui. Mais beaucoup. Ouais, c'est beaucoup moins cher en ligne puisque en fait ils impriment dans des grands volumes et qui proposent des tarifs avantagés en fonction du volume d'impression. C'est ultra compétitif en ligne en fait. Imprimerie locale, c'est pas forcément beaucoup plus cher pour autant. C'est pour ça que c'est celle que je recommande le plus si vous en avez la possibilité. Mais voilà, c'est pas forcément dans toutes les communes qu'il y en a une. Et puis l'imprimerie en ligne reste adaptée pour un grand nombre de tirages quand même. Et puis c'est l'option la plus facile. Voilà. Il n'y en a pas certaines qui sont plus éthiques que d'autres. Sans doute que si. Il t'envoie les tirages par la poste? Oui, c'est ça. Oui, il le livre. C'est pour ça que c'est pratique aussi, quoi. Voilà. En bas, je vous ai mis des préconisations pour l'impression. Lorsque vous imprimez un document, veillez à ce que la résolution minimale soit de 300 pixels par pouce. PP, ça veut dire pixels par pouce. Parce que si c'est inférieur à 300 pixels par pouce, vous allez avoir une résolution plus basse et vous allez avoir du coup le risque d'une image qui soit de mauvaise qualité ou pixelisée. Et du coup, c'est absolument pas ce qu'on veut, quoi. Quand vous imprimez, je le répète aussi, c'est le mode de couleur CMJN. Donc CMJN, ça veut juste dire cyan, magenta, jaune, noir. Ça veut dire qu'il n'y a que ces couleurs qui sont utilisées là pour l'impression. Et pour le web, c'est RVB, du coup. Et souvent, les imprimeurs peuvent vous embêter avec ça. Donc, il faut faire attention aussi. Par exemple, vous avez créé une affiche et vous souhaitez l'envoyer à l'imprimeur pour qu'il vous en imprime 50. Il va falloir sur votre affiche prévoir des fonds perdus. Alors, ça porte plusieurs noms, hein, des fonds perdus ou des repères de coupe, des marges, enfin voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est sur votre visuel, il faut qu'il y ait comme un cadre, c'est-à-dire des marges en fait blanches tout autour de votre visuel, au moins 5 cm. Parce que ça, c'est par rapport après... c'est par rapport à l'imprimante, si elle est mal calibrée, du coup, elle risque de rogner en fait votre visuel. Voilà, donc il faut vraiment prévoir des marges tout autour pour que l'imprimeur, après, quand il imprime, au moment où il coupe, par exemple, qu'il n'y ait pas de souci à rogner le visuel. Et ça, la plupart des imprimeurs le demandent, du coup. Voilà, donc la manière la plus sûre, du coup, de ne pas être embêté avec ça, c'est que quand vous créez un visuel, vous laissez systématiquement 5 cm de marge blanche autour de votre visuel. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas embêté et votre visuel, vous l'aurez imprimé comme vous l'avez imaginé, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur l'impression? Moi, je voulais dire que j'avais eu une initiation à GIMP. Si tu ne l'utilises pas régulièrement, tu n'y arrives pas. D'accord, ouais, c'est quand même assez technique. Hein. Voilà. Ouais. C'est pour ça, je vous conseille vraiment d'aller sur Canva. N'hésitez pas à essayer Canva, vous allez voir, c'est vraiment très simple et puis on se prend facilement au jeu. C'est quand même rigolo à utiliser. Voilà, c'est mieux. J'irai voir. Voilà. Du coup, on passe à la dernière partie. Bon, c'est une partie qui est très courte, hein, c'est une slide. Mais c'est aussi une astuce pour élargir votre communication, c'est vous appuyer au maximum sur votre réseau et partager vos informations. Donc, sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a de nombreux groupes. Donc, les groupes, en fait, ce sont des groupes qui peuvent être fermés ou publics et qui rassemblent des communautés sur un sujet, sur une thématique. Et il y a beaucoup de groupes qui sont dédiés du coup à l'habitat participatif sur Facebook. Donc là, je vous en ai mis quelques exemples. L'habitat participatif en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 2900 membres. Vivre en habitat participatif, 14 000 membres. Création d'écolieux et d'habitat participatif dans le centre de la France. N'hésitez pas à demander à rejoindre ces groupes pour y publier vos actualités et vos événements. Parce que ça rassemble vraiment des grosses communautés de personnes qui sont intéressées par le sujet, qui sont actives sur les réseaux sociaux et qui sont vraiment les plus susceptibles d'être intéressées par vos actualités. Donc, je vous invite vraiment
à aller dessus. Et même si vous avez des questions, par exemple, vous, en tant qu'habitant, et que vous cherchez des témoignages aussi d'autres habitants, etc., sur, je ne sais pas, le montage d'un projet, vous êtes en démarrage de projet, puis vous avez des questions, il y a plein de personnes ici qui sont susceptibles de vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à y relayer vos actualités. Et enfin, je rappelle que Habitat Participatif France est partenaire de la Fête des Possibles, donc depuis plusieurs années. Donc la Fête des Possibles, c'est un événement du collectif pour une transition citoyenne qui a lieu aussi au mois de septembre, comme nous, et qui est dédié en fait aux alternatives, à la transition, mais eux dans tous les domaines, hein, ce n'est pas spécifique à l'habitat participatif. Et donc chaque année, en fait, les événements de notre carte des JPO apparaissent aussi sur leur carte à eux. Donc on bénéficie vraiment de 2 fois plus de visibilité avec cet événement-là. Et on touche aussi des personnes qui sont vraiment susceptibles d'être intéressées par l'habitat participatif. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que notre carte des JPO soit la plus complète possible, puisqu'elle bénéficie aussi de visibilité chez eux. Donc voilà pour la Fête des Possibles. Et du coup, on arrive à la fin de cette formation. Je vois que du coup, il y a de nouveaux besoins sur Facebook et puis sur d'autres sites. Ça me donnera des idées du coup pour après et pour GIMP aussi, pourquoi pas. Pour le temps qui nous reste, il nous reste voilà, 10 minutes. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez tout à fait les poser. S'il y a des collectifs qui souhaitent témoigner du coup de l'organisation d'événements, comment est-ce qu'ils communiquent eux, n'hésitez pas, c'est le moment où on peut échanger du coup. Bon, ce que je voudrais dire, moi, c'est que y a les collectifs qui communiquent, c'est souvent ceux qui effectivement recherchent des habitants, hein, Ouais. dans l'espoir d'en trouver. Voilà. Donc, quelquefois, ça apparaît pas assez clairement. Même nous qui recherchons des habitants, on ne pensait même pas à le mettre quand on organisait quelque chose, quoi. Voilà. Et puis au niveau de la presse, quand on est depuis longtemps sur un coin, c'est même elles qui viennent nous chercher certaines fois. On n'a même pas envie d'y aller, quoi. Ça, Ouais. en ce moment, non, ils ne sont pas trop branchés là-dessus. Mais moi, plusieurs années de suite, le correspondant local, il est venu me voir, quoi. Il me téléphone en me disant qu'est-ce que tu fais cette année, quoi. Voilà. Ouais. Pour Oui, c'est important de se faire connaître et puis d'avoir des contacts effectivement réguliers avec les mêmes personnes qui reviennent, tout à fait. Voilà, mais j'ai trouvé que cette année, j'ai regardé, il y avait un petit peu moins de monde que l'année dernière. Maintenant, Florentine, c'est une idée ou pas? Moins de monde, où ça, pardon, Cécile? Un peu moins d'événements. Moins d'événements? Oui, peut-être que je me trompe. Hein. D'événements JPO, tu veux dire? Oui, oui. Bah, après, il y a beaucoup d'événements qui apparaissent première semaine de septembre. Hein. Donc, on en attend encore quelques-uns. D'accord. Là, ça arrive petit à petit. Je pense que sur la carte, on est à peu près à 100 événements maintenant. L'année dernière, on était à 120. Je pense qu'on sera dans ces eaux-là aussi. Est-ce qu'il y a des groupes qui font que de la visio? Non. Alors, bon, honnêtement, je ne sais pas parce que je n'ai pas la visibilité. Je ne regarde pas les événements un par un. Mais on avait bien précisé cette année que oui, les collectifs étaient invités, s'ils le souhaitaient, à faire des événements qu'en visio. Et puis, parce que voilà, dans la continuité, si vous voulez, du Covid, il faut bien s'adapter. Et on se rend compte que la visio, c'est un bon moyen aussi d'échanger avec les gens, surtout pour les collectifs qui n'ont pas encore surtout pour les projets qui ne sont pas encore habités, ou les personnes qui ont un chantier, mais qui n'ont pas grand-chose à montrer. Je pense qu'il ne faut pas délaisser effectivement aussi les personnes qui ont juste envie de discuter sur l'habitat participatif, de se renseigner sur le sujet. Et un événement en visio, ça peut tout à fait être adapté pour des personnes qui n'ont aussi pas envie de prendre la peine de se déplacer en France. Ou des difficultés pour se déplacer. Ou des difficultés, tout à fait, oui. Ouais, d'accord. Oui. Tout est à imaginer pour les JPO de toute manière. Si vous avez l'occasion de regarder la formation précédente, j'avais fait une sélection d'événements un petit peu originaux pour les JPO qui changent aussi un petit peu des visites de projets habités. Et donc, il y avait vraiment plein de choses. Hein. Il y avait des cafés habitat participatifs en visio, il y avait des concerts, il y avait des jeux, il y avait des balades en vélo pour aller voir plusieurs projets d'habitat participatif. Enfin, chaque année, voilà, il y a des événements comme ça un petit peu originaux qui changent des visites. Nous, on encourage en tout cas à innover.
Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres témoignages? Est-ce que la formation a répondu à vos attentes? Oui, mais c'était très bien, très inspirant parce que Super. il y a des petites choses. J'avais déjà en tête pas mal de choses, mais là, ça m'a donné des bonnes indications pour comment améliorer les choses. Bon, bah super, tant mieux. Je suis Mais contente ça va être un peu short là. J'espère qu'on va pouvoir. Ouais. Moi, j'ai pris conscience que je vois notre petite vignette aussi là dans ton livre en habitat participatif. Et puis malgré ce que je vous ai dit, voilà, en termes de préconisation, de s'y prendre vachement à l'avance, la communication, c'est humain aussi avant tout, et puis on fait toujours aussi un peu comme on peut. Donc. Oui, non, mais des fois, même si on communique trop tôt, les gens oublient après. C'est vrai que c'est bien de savoir que quand tu modifies après un événement, que les gens sont avertis, ceux qui sont mis comme intéressés. Tout à fait, oui. Est-ce que des personnes ici seraient intéressées pour que je fasse une formation exclusivement sur Facebook? Oui. Ouais, ça pourrait m'intéresser aussi. Au moins deux. Ça marche, au moins deux. L'année dernière, j'avais fini par réussir à créer un événement, mais je crois que c'était un peu bancal. D'accord, bon, ok. Bah, écoutez, voilà, ça me donnera de la matière pour la prochaine fois, pour la prochaine formation. J'ai une question. Oui, Colette? Est-ce qu'il y a un nombre limite pour une visioconférence comme ça? Parce que si on est à plusieurs du même groupe, est-ce que c'est possible? Un nombre limite de participants? En Zoom, non. En Zoom, je crois que ça dépend des versions, si c'est une version gratuite ou une version payante. Non, mais par exemple, pour celle-ci, pardon. Par exemple, pour celle-ci, est-ce qu'on peut être à plusieurs du même groupe? On n'habite pas au même endroit? Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, on fait des trucs à 300, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Il me semble que sur Zoom, pour une visio classique, on peut être jusqu'à 70. Et puis, je crois qu'au-delà, c'est un format spécifique, webinaire, je crois. D'accord. Oui. Oui, pas de souci. Mais c'est pour celui qui organise. Oui, mais nous, on se connecte. Donc, c'est possible. Ah oui. C'est pour toi, si tu avais. Oui, c'est pour nous en tant qu'organisateurs. Après, effectivement, les participants, vous venez. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup à vous. Comment on fait pour que tu me donnes sur le petit problème là que j'ai par rapport aux identifiants et est-ce que tu peux mettre dans le chat ton mail et puis je le récupère? Ouais. Donc après, tu nous renvoies le support pour qu'on ait les liens et tout ça. Oui, c'est ça. Je vous envoie le support, je vous envoie tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florentine. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée, porte ouverte. Vous nous aidez beaucoup. Vous nous aidez beaucoup. Super. Tant mieux, je suis contente. Au revoir. Vous êtes indispensable. Merci beaucoup. De rien, au revoir. À bientôt.